Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de ce journal, rupture collective du jeune dans la grande famille chérifienne à Bangoni Djengenebougou ce jeudi 19 février 2026 sur initiative du guide spirituel des Amsar à Seyd Ousmane Chérif Madane Aïdara. Cet acte solidaire de grande portée humanitaire est le respect d'une longue tradition établie par le président de la fêtière islamique du Mali. Les images sont de Ibrahim Koulibaly Abdoulaye Sogodougou avec la voix d'Alhamidou Badini. Moment de communion, de partage et d'entraide, cette rupture collective initiée par Seyyid Chérif Ousmane Madane Aïdara s'impose comme une tradition au sein de la grande famille chérifienne. Fidèle à son engagement, le guide spirituel des Ansar offre chaque jeudi du mois béni de Ramadan des repas aux fidèles, traduisant ainsi sa solidarité active envers la communauté musulmane. Séduits par le caractère noble et humanitaire de l'initiative, les fidèles musulmans ont répondu massivement à l'initiative du président de la fêtière islamique du Mali. L'occasion a également été mise à profit pour formuler des prières en faveur de la paix et de la stabilité du pays. Témoins de ce geste de générosité, les participants saluent le dévouement constant du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour les causes sociales et humanitaires. Mobilisés en grand nombre, les fidèles jugent l'initiative pertinente et louent les importants moyens mobilisés chaque année pour la réussite de ces ruptures collectives. Venus de divers horizons, les participants ont partagé des mets variés, accompagnés de boissons, de jus, de fruits, dans une atmosphère fraternelle et spirituelle. Carnet de visite. Les femmes Amsar de Yirimadjo ont rendu visite au guide spirituel des Amsar à Seyd Ousmane Chérif Madane Aïdara. Lui faire des bénédictions et solliciter de ses sages conseils et bénédictions étaient entre autres les points saillants de cette visite. Pour la circonstance, elles ont été accueillies par Chérif Iba Aïdara, fils du guide spirituel des Amsar à Seyd Ousmane Chérif Madane Aïdara. Le commentaire est signé Samaïra Sanogo. Cette délégation est composée des femmes Ansar du comité de Yirimadjo en commune 6 du district de Bamako. Par cette occasion, elles sont venues rendre visite au président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel de Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. Venir lui témoigner de leur affection par la formulation des bénédictions tout en sollicitant ses sages conseils sont les modules réels de cette rencontre. Selon les visiteurs, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui les anime suite à cette rencontre avec le fils du guide spirituel de Ansar. Exprimant leur satisfaction, les différents intervenants ont saisi l'opportunité pour prodiguer des conseils aux femmes de foyer pendant ce mois de Ramadan. L'instant a été propice pour eux de tenir des propos de reconnaissance et d'encouragement à l'égard du guide spirituel de Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara qui, au quotidien, œuvre pour le grand bonheur et le bien-être de l'humanité toute entière. Poursuivant leurs interventions, elles appellent ses sœurs à la docilité tout au long de ce mois béni marqué par la multitude des tâches de foyer. Pour sa part, Seyd Chérif Iba Aïdara, affectueusement appelé DGP, fils du président de la fêtière islamique du Mali, s'est dit comblé de joie et de satisfaction suite à cette visite de grande portée humanitaire et spirituelle. Les travaux de la rencontre se sont déroulés dans un cadre de d'échanges fructueux, ponctué par des précieux conseils et saintes bénédictions de Seyd Chérif Iba Aïdara. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APICAM, a organisé une conférence de presse ce jeudi 19 février 2026 dans la salle de conférence pour lancer la deuxième édition du championnat de maraîchage, une initiative d'émergence forage. Reportage Khadija Traoré Nounkoni.
Cette conférence de presse a réuni les représentants des médias, les partenaires et les acteurs du secteur agricole pour discuter des objectifs et des enjeux de cette compétition. Le championnat de maraîchage vise à promouvoir l'agriculture urbaine et à encourager les jeunes à s'engager dans le secteur agricole. Mais cette année, vu les appels, les demandes de partout, on a décidé d'élargir ça au niveau national. Raison pour laquelle nous sommes à la PECAM aujourd'hui, pour que cet accompagnement-là puisse être véritable et que nous arrivions à faire cette compétition-là, une compétition nationale. Cette année, on a vu que comme les régions sont... On a beaucoup de régions maintenant. Les membres du jury ne pourront pas peut-être se déplacer dans chaque région. On a décidé de mettre en place des commissions de suivi dans chaque région. Donc dans chaque région, un groupe de l'UNCPM. Parce que nous, on veut une autre image du maraîchage malien. On veut que les maraîchers soient vus autrement. Donc lors du lancement, on va donner des tenues aux différents candidats retenus, des bottes, des trucs, des gants, pour qu'ils sachent que vraiment ils sont dans une compétition. Et donc à partir de là, la compétition va être lancée. Donc quand on va lancer la compétition, il y aura des membres du comité national, les jurys, qui vont se déplacer pour aller voir le travail effectué par les représentants régionaux, pour qu'on puisse donner un résultat favorable à cette compétition-là. Le championnat de maraîchage est une occasion pour les producteurs de partager leur expérience et de développer leurs compétences en matière de production maraîchère. À cet effet, le président de l'ACAPEM a exprimé ses sentiments quant à l'organisation de ce championnat, d'une importance capitale. Mais je tiens particulièrement aussi à remercier Émergence Fourage pour l'initiative qu'ils ont prise. C'est vraiment salutaire, parce que quand on parle le système agricole, tu parles d'abord d'eau, quelle que soit l'activité agricole qu'il fait. Qu'un promoteur d'une société de fourrage dise que, bon, écoutez, nous, on a cette idée, on veut la lancer, et au bout du compte, il y aura un fourrage pour le gagnant. Ça veut dire que le gagnant, au moins, pourra pérenniser son activité au fil des années. Donc, je tiens sincèrement à féliciter Émergence Fourage pour cette idée et cet accompagnement à mes producteurs maraîchers. Donc, nous sommes aujourd'hui avec un gouvernement qui a compris l'importance du consommer local. Mais pour que nous, maraîchers, éleveurs, pêcheurs, pisciculteurs, on puisse tirer notre épingle du jeu, il faut qu'on soit performants. La lauréate du prix du championnat de maraîchage a exprimé ses émotions lors de cette conférence de presse. La conférence de presse a été l'occasion de détailler l'organisation et le déroulement du championnat, ainsi que les récompenses prévues pour les lauréats. Les participants ont également eu l'occasion de poser des questions et de discuter des enjeux de l'agriculture urbaine au Mali. Nous partons en Côte d'Ivoire, tenue de la première convention extraordinaire du bureau exécutif de l'Amsardine nationale de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les responsables de passer en revue l'année parcourue et de mener une réflexion sur les perspectives. C'était en présence des militants venus de divers horizons. Notre correspondance Djakarija Dambélé avec la voix de Fatmata Kani. C'est la toute première convention extraordinaire du Bureau national de l'ADN RCI, réunissant tant de militants Ansar autour de quelques points pour s'informer davantage sur le bilan annuel des activités menées et se pencher sur les perspectives, voir ensemble l'évolution des activités en cours et celles qui restent à faire. C'est également une manière de mobiliser les militants au respect des engagements. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous soyons ce matin à notre convention extraordinaire, la première. Nous sommes très heureux et nous saluons tous les Ansars de la Côte d'Ivoire, de la sous-section, section, fédération et le bureau national aussi. Et nous sommes en avance sur notre programme annuel 2026, puisque tout ce que nous avons prévu à notre convention annuelle, nous sommes en avance. Donc ça nous fait plaisir et nous prions Allah que ça se termine bien. En plus, nous avons eu à faire beaucoup de projets et depuis l'année 2025 que nous devons achever cette année, qui est la résidence ivoirienne à Doimana, Mazar Cherfla. Et nous sommes au moins à la 45% des travaux qui sont au niveau des dalles pour notre résidence.
Et nous avons prévu aussi faire un forage pour alimenter l'eau. Et ensuite, le budget international et le budget de la grande mosquée Mazar Cherfoula. Et cette année, vraiment, nous saluons nos fédérations puisque nous sommes en avance aussi. Nous pensons bien cette année sortir tête haute à la rencontre internationale qui est l'Assemblée générale. Et donc, nous prions pour le Bureau national même. Et jour et nuit, nous sommes en train d'effectuer les démarches entre les sections et les sous-sections pour qu'on puisse être en avant. Se réjouissant de leurs propres efforts abattus et espérant que les objectifs réalisés à moitié seront atteints, les militants ivoiriens ont salué l'engagement des responsables du bureau et formulé des bénédictions pour la Sainte Famille du guide spirituel des Ansar. Nous avons constaté beaucoup d'avancements. Lors de la convention annuelle, où nous n'avons pas pu remplir nos objectifs, nous avons pris un engagement pour que cette année, nous puissions remplir tous nos objectifs, pour atteindre tous nos objectifs. Parce que l'année passée, au niveau de la chose qu'on appelle par rapport à la convention annuelle, le niveau que nous avions atteint déjà à cette première convention, nous voyons que nous sommes proches de ce niveau-là déjà. Alors que le reste, il y a encore du temps jusqu'à la convention annuelle. Donc nous avons bon espoir que cet objectif sera atteint. Et ça, c'est l'une de nos priorités. Donc avec l'aide de Dieu, les engagements que nous avons pris, nous sommes prêts à les remplir pour que nous puissions atteindre cet objectif. Les responsables ont saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des militants au paiement des cotisations pour le respect du délai de paiement du quota de la Fédération Ansardine Internationale pour l'intérêt de l'association et clôt l'assise par des séances de prière. Place à l'actualité internationale en bref et en images avec la voix d'Abdul Karim Sako. Le président américain Donald Trump a exprimé son souhait de voir la Russie et la Chine rejoindre le Conseil de la paix. Ces déclarations lors de la première réunion de cette organisation le 19 février, le Conseil de la paix supervisera essentiellement le travail de l'ONU et veillera à son efficacité. D'ici 10 jours, il sera clair si les États-Unis et l'Iran peuvent conclure un accord. Les États-Unis alloueront une somme modeste de 10 milliards de dollars au projet de conseil visant à résoudre les conflits mondiaux. Des représentants d'une vingtaine de pays ont participé à la réunion. La création du Conseil de la paix a été initiée par Donald Trump en vue de la reconstruction et de la stabilité de la bande de Gaza. Le royaume du Maroc était représenté à Washington ce jeudi pour la première réunion du Conseil de paix par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Dans son intervention, le ministre marocain des Affaires étrangères a souligné que le roi Mohamed VI soutient l'action du président américain Donald Trump pour la reconstruction de Gaza et appelle à l'avènement d'un processus réel de paix au Moyen-Orient. M. Bourita a indiqué que le plan du président américain pour la paix à Gaza a permis d'obtenir un cessez-le-feu et d'élaborer une approche pragmatique et tournée vers l'avenir pour la reconstruction de Gaza. Le ministre marocain a affirmé que sur instruction du roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, le Maroc est engagé à appuyer les efforts du Conseil de paix à Gaza, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la promotion de la tolérance et de la coexistence. Le président américain Donald Trump a été informé que l'armée est prête à intervenir contre l'Iran dès samedi, mais si une opération a lieu, il est peu probable qu'elle débute ce week-end, rapporte CBS citant des sources. Ces derniers jours, les États-Unis ont envoyé environ 70 avions cargo militaires et une cinquantaine d'avions de chasse au Moyen-Orient. Un groupe aéronaval est stationné dans le golfe d'Oman et un autre au large des côtes israéliennes en mer Méditerranée. Les États-Unis envisagent une frappe ciblée contre des objectifs militaires et gouvernementaux iraniens afin de contraindre Téhéran à un accord nucléaire favorable à Washington, tout en évitant une frappe de grande envergure, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé un consensus sur plusieurs points susceptibles d'être intégrés à un futur accord. Washington a déclaré que les consultations s'étaient bien déroulées, mais Téhéran n'est pas encore prêt à accepter certaines positions défendues par la Maison-Blanche.
Le guide spirituel de la révolution islamique, l'Ayatollah Seydi Ali Khamenei, a rejeté les menaces militaires américaines contre l'Iran, déclarant que si un navire de guerre est un instrument dangereux, l'arme capable de l'envoyer au fond de la mer est encore plus dangereuse. Faisant référence aux menaces répétées du président américain Donald Trump concernant la possession de l'arme la plus puissante du monde, l'Ayatollah Khamenei a déclaré que même l'armée la plus puissante du monde pouvait parfois recevoir un coup si dur qu'elle ne pouvait pas se relever. Faisant allusion à l'envoi de porte-avions américains vers l'Iran, le guide spirituel a déclaré que si un navire de guerre est un engin dangereux, l'arme capable de l'envoyer au fond de la mer l'est encore plus. L'Ayatollah Khamenei a déclaré que la possession d'armes de dissuasion était nécessaire et obligatoire pour la nation, affirmant que tout pays dépourvu d'armes de dissuasion serait écrasé sous le joug de ses ennemis. Il a ajouté que l'ingérence américaine dans l'armement iranien, notamment les affirmations selon lesquelles l'Iran ne devrait pas posséder certains types ou porter des missiles, est indépendante de Washington et concerne uniquement la nation iranienne. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a laissé entendre qu'Ankara pourrait être contraint à terme d'envisager l'acquisition de l'arme nucléaire si une véritable course aux armements nucléaires venait à s'installer au Moyen-Orient. Cette déclaration formulée lors d'un entretien accordé à CNN turc marque un tournant rhétorique notable dans la position officielle de la Turquie. Selon le ministre turc, Ankara ne souhaite pas déclencher une compétition nucléaire, a-t-il affirmé, tout en avertissant que si l'Iran devait se doter de l'arme nucléaire, la Turquie pourrait inévitablement être amenée à suivre le même chemin. Ces propos interviennent alors que des négociations sont en cours entre Washington et Téhéran en vue d'un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Il a souligné que la question devait être abordée comme une décision stratégique de très haut niveau. Ces déclarations font écho à des propos plus anciens du président Recep Tayyip Erdogan, qui avait déjà contesté l'ordre nucléaire mondial, jugeant inacceptable que certaines puissances disposent de l'arme atomique, tandis que d'autres en soient exclus. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et que le Tout-Puissant accepte nos vœux et prières en ce mois béni du Ramadan. Bonsoir.